Bonjour à tous, je suis Bakridine Madi Mrenda. Je suis biostatisticien au Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées, donc au CESPA. Donc là, je vais vous présenter une étude qu'on a réalisée avec Aurélie Maillet qui s'intitule Lien entre le tabac, le cannabis et l'alcool dans la population française. Et c'est une étude qu'on a réalisée à l'aide d'un modèle multi-État. Alors, en introduction, d'abord, je vais parler du contexte. Le contexte, c'est que la consommation d'alcool, c'est un problème de santé publique majeur, qu'il est souvent associé à un contexte social et à des fêtes. Le risque est souvent minimisé par les jeunes personnes, et du coup, la consommation d'alcool, la grosse consommation d'alcool est souvent prise par les jeunes personnes, est souvent minimisée par ces personnes-là. Les nouveaux modes d'utilisation sont généralement le prémix, le binge drinking. Donc dans notre étude à nous, on va plus s'intéresser à l'ivresse, qu'elle soit fortuite ou l'ivresse recherchée. On va essayer de départager les deux ivresses. Pour notre étude, en fait, donc comme je vous ai dit, on va s'intéresser à la consommation de tabac, de cannabis et d'alcool et au processus que ça suit. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à un modèle multi-État, on va essayer de regarder comment on passe d'un état à un autre. Je m'explique, d'un état à un autre, c'est-à-dire que l'initiation, la première cigarette, le premier joint de cannabis, la première ivresse fortuite et la première ivresse recherchée. Donc on va vraiment distinguer les 4 états, et tout ça dans une population de jeunes Français. Donc les deux définitions qu'on a utilisées ici, c'est première utilisation de tabac, première utilisation de cannabis, et surtout pour l'ivresse, comme je vous l'ai dit ici, accidental drunkenness que vous voyez là, c'est l'ivresse fortuite. Donc c'est une ivresse qui suit un usage d'alcool occasionnel qu'on essaye de distinguer de l'ivresse recherchée, que vous voyez ici avec expected drunkenness, ED, qui est l'utilisation toujours dans un contexte spécifique, mais qui amène à une recherche d'ivresse. Alors, pour faire cette étude, on a utilisé les données du baromètre santé, donc le baromètre santé 2017, qui est une étude transversale. Ce baromètre santé nous a permis d'avoir les prévalences d'utilisation de drogue. On avait à peu près 25 000 personnes dans ce baromètre et des personnes qui étaient âgées de 18 à 75 ans. Le baromètre est fait tous les ans par Santé publique France, et il est censé nous renseigner sur comment voient comment les Français, le rapport des Français par rapport à la santé, que ce soit leur connaissance ou d'autres choses sur la santé. Et le baromètre est censé être représentatif de la population française. Alors, pour notre étude à nous, donc on a utilisé la base de données du baromètre santé, mais on s'est concentré sur les personnes qui ont déclaré avoir utilisé de l'alcool dans leur vie, et seulement sur les 18-40 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, on se concentre sur l'initiation, et pour mesurer cette initiation, on demande aux personnes quand est-ce que vous avez quand est-ce que vous avez fumé votre premier joint de cannabis, quand est-ce que vous avez fumé votre première cigarette, quel était l'âge de votre première ivresse fortuite, ou quel était l'âge de votre première ivresse recherchée. Donc, au final, quand on fait ces filtres-là, on se retrouve avec 7600 personnes. Donc, pourquoi on se concentre sur la population des 18-40 ans ? C'est d'abord pour avoir une homogénéité dans nos résultats, mais aussi pour essayer de limiter le biais de mémoire, puisque le biais de mémoire, par rapport au fait qu'on leur demande à quel âge avez-vous fait tel événement. Alors, comme je vous l'ai dit, le baromètre santé, en fait, à la base, c'est une étude transversale, donc c'est sur un temps. Nous, ce qu'on voulait, pour faire un modèle multi-État, c'était une cohorte. Donc,
à partir de l'âge d'initiation, on a reconstitué une cohorte rétrospective de la manière suivante. À chaque personne, on a demandé à quel âge avez-vous fait votre première ivresse fortuite, votre première ivresse recherchée, votre premier joint. Ça nous permettait pour une personne donnée, par exemple une personne qui déclarait avoir eu sa première ivresse fortuite à 13 ans, de lui donner une première ligne. Une personne qui déclarait, cette même personne qui déclarait avoir son ivresse fortuite, avoir son ivresse recherchée à 14 ans, ça nous donnait une deuxième ligne, etc. 1er juin à 17 ans. Donc ça nous donnait plusieurs informations pour une seule personne. Donc on passe d'une étude transversale à une reconstruction d'une cohorte de manière rétrospective. Donc pourquoi on a fait ça? C'est pour avoir une base de données qui est donc sur une reconstruction de cohorte et pour qu'on puisse utiliser un modèle multi-état. Donc le modèle multi-état qu'on a utilisé, c'est un modèle de Markov mais avec une matrice d'intensité constante, continue et constante par période. Pourquoi on a fait ça? C'est que, en fait, par période, d'habitude, on utilise un modèle de Markov qui est homogène sur toute la période. Mais là, vu qu'on était sur des âges reconstitués et sur des courtes périodes, on a essayé d'estimer à chaque fois la matrice d'intensité sur différentes périodes. Par exemple, la matrice d'intensité a été estimée entre 9 et 13 ans, ensuite entre 13 et 17 ans, et ensuite entre 17 et le reste du suivi. Donc ça permettait en fait d'avoir une estimation, de passer d'un modèle qui est homogène, mais donc à la base qui a certains problèmes, puisque le côté homogène du modèle de Markov fait en sorte que l'hypothèse principale, c'est que le suivi total n'est pas pris en compte, mais là, ça nous permettait d'estimer à chaque fois les intensités de transition pour chaque période. Donc notre modèle, finalement, il a 6 initiations et 9 transitions. Il est comme ça, notre modèle. C'est-à-dire que, en fait, on a le premier état, qui est représenté ici, c'est l'état où la personne n'a pas consommé. Elle n'a consommé aucune substance, ni cannabis, ni ivresse fortuite, ni ivresse recherchée. Ensuite, on a notre deuxième état qui est le premier joint de cannabis, le troisième état qui est l'ivresse fortuite, le quatrième état qui est l'ivresse recherchée. Les lambdas que vous voyez, ça représente l'intensité de transition. L'intensité, ça représente le risque instantané de passer d'un état à un autre. Donc, le modèle final, il est comme ça. C'est que là, on a pris toutes nos transitions possibles. Les transitions possibles, on voit quelles sont les suivantes. C'est de passer de aucune substance à cannabis, ou de passer de aucune substance à ivresse fortuite, aucune substance à ivresse recherchée, de passer d'ivresse fortuite à l'utilisation de cannabis. En fait, c'est la combinaison des deux. Quand je marque cannabis plus AD, c'est-à-dire que la personne a soit fait d'abord une ivresse fortuite, puis a fumé son premier joint, ou soit a fumé son premier joint, puis a connu son ivresse fortuite. Le dernier état, c'est l'état où la personne a consommé, a eu une ivresse recherchée et a consommé du cannabis. Cet état-là, c'est ce qu'on appelle un état absorbant. Quand on arrive dans cet état-là, on ne peut plus bouger. Pour l'estimation des probabilités, pour l'estimation des transitions, on va les transformer en probabilité de transition. Et donc, on a juste fait des covariables pour ajuster le modèle. On a utilisé le genre, le niveau d'étude et le tabac. Alors, présentation des résultats. Ce qu'on a présenté comme résultat, donc sur nos 7600 personnes, on avait 50% de femmes. L'âge d'initiation aux différentes substances et comportements variés entre 15 et 18 ans. Et ici, vous avez les prévalences.
Au moment du questionnaire, 41% de notre population se déclarait fumeur. 61% avaient déjà consommé du cannabis et 77% une ivresse fortuite, déclaraient avoir déjà eu une ivresse fortuite, et seulement 17% déclaraient avoir eu une ivresse recherchée. Ici, je vous présente les résultats avec les probabilités de transition et les effectifs. C'est-à-dire les effectifs, c'est toutes les personnes qui sont passées d'un état à un autre. Ici, pour prendre l'exemple de quand on prend le passage de l'état no use à l'état cannabis, donc de l'état 1 à l'état 2, on voit qu'il y a 1459 personnes qui ont fait ce passage et qu'on a une probabilité de transition à un an de 1,1%. Pour rentrer dans les détails, c'est que si on prend la première transition possible, on voit qu'on a 1,1% de chance quand on est dans l'état no use de passer dans l'état cannabis, on a 1,3% de chance de passer dans l'état ivresse fortuite et 0,09% de passer dans l'état ivresse recherchée. Donc ça, ce que ça nous apporte comme information, c'est qu'une personne qui est dans l'état no use a une probabilité équivalente de passer à un an à l'état cannabis qu'à l'état ivresse fortuite. Par contre, cette probabilité équivalente-là est très supérieure à la probabilité de passer directement de no use à l'ivresse recherchée. Donc si on s'intéresse aux parcours les plus probables, on voit que le parcours le plus probable, c'est-à-dire que c'est là où les probabilités de transition sont les plus élevées, le parcours le plus probable, c'est d'abord de passer de no use à une ivresse fortuite, donc de connaître sa première ivresse. Ensuite, une fois qu'on a connu sa première ivresse, de fumer son premier joint de cannabis, et ensuite de passer à une ivresse recherchée. Le deuxième parcours le plus fréquent, on voit que c'est le premier joint de cannabis, puis l'ivresse fortuite, et enfin l'ivresse recherchée. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui est lié à l'ivresse fortuite, on voit que si on compare les transitions entre no use et l'ivresse fortuite et la transition entre cannabis et l'ivresse fortuite, on voit qu'on a 1,3% de chance de passer de no use à ivresse fortuite, alors qu'on a 31% de chance de passer de cannabis à ivresse fortuite. Ce que ça nous apporte comme information, c'est qu'une fois qu'on a fumé son premier joint de cannabis, dans les 1 an, on a un risque qui est à peu près 24 fois supérieur de passer à la première ivresse fortuite. Ça, c'était pour l'ivresse fortuite. Pour l'ivresse recherchée, si on se met à comparer toutes les transitions entre no use et toutes les transitions possibles jusqu'à l'ivresse recherchée, on voit que le risque est 4,6 fois plus grand de passer à une ivresse recherchée quand on a connu une ivresse fortuite. Que le risque est 6 fois plus grand de passer à une ivresse recherchée quand on a connu un stade de cannabis juste avant, et qu'il est 11 fois plus grand quand on a connu cannabis plus ivresse fortuite. Donc c'est la combinaison des deux qui fait que le risque est le plus grand. Maintenant, si on s'intéresse aux covariables qu'on a mis dans notre modèle, on voit que l'impact du tabac pour notre modèle, il est le suivant, c'est que le tabac, il va impacter surtout les premières transitions. C'est-à-dire que quand on n'a rien consommé pour passer à une substance ou à une pratique, c'est-à-dire de passer au premier joint ou de passer à l'ivresse fortuite ou à l'ivresse recherchée, le tabac augmente ce risque-là. Donc, ce qui est présent, le HR, c'est un hazard ratio avec son intervalle de confiance. Donc, on voit que si on prend l'exemple de no use à cannabis, on voit que la consommation de tabac, le fait d'avoir déjà fumé sa première cigarette, ça augmente le risque d'à peu près 5,5. Pareil, si on s'intéresse cette fois aux transitions qui mènent vers le cannabis, on voit que le tabac est tout le temps significatif, c'est-à-dire que ça nous permet de voir le lien fort qu'il y a entre le tabac et le cannabis.
Maintenant, si on s'intéresse à notre deuxième variable qu'on avait mis dans notre modèle en tant que covariable, c'est le niveau d'étude. Le niveau d'étude qui était en deux catégories, inférieur au bac et supérieur au bac. On voit que les personnes avec un niveau d'études élevé, qu'on voit avec les flèches en rouge, donc toutes ces transitions-là augmentent quand le niveau d'études est supérieur au bac. Alors qu'en vert, c'est la transition entre no use et cannabis. Et là, on voit que c'est les personnes qui ont un niveau d'études inférieur au bac qui ont plus tendance à suivre cette transition. Donc, si on résume ce qu'on a principalement trouvé dans cette étude, on voit que dans la plupart des cas, l'ivresse fortuite précède l'ivresse recherchée, qu'on a un risque qui augmente quand on a eu notre ivresse fortuite à se tourner vers l'ivresse recherchée. On voit qu'il y a un impact des autres substances, qu'il y a le même risque de consommer, soit d'avoir une première pratique qui est l'ivresse fortuite ou de consommer son premier joint, que le tabac est lié au cannabis, ça confirme en tout cas l'association qu'il y a entre les deux, et qu'il y a un risque plus grand d'avoir une ivresse, qu'elle soit recherchée ou fortuite, lorsqu'on a consommé du cannabis. Donc, le deuxième, c'est l'impact du niveau d'étude. L'impact du niveau d'étude, on se demande en quoi le niveau d'étude impacte ça, et on peut se dire que peut-être que d'avoir un niveau d'étude élevé, c'est de connaître plus d'événements festifs. C'est peut-être ces événements-là qui ressortent à travers l'impact qui est relevé par le niveau d'étude. Et pour conclure, on voit que l'alcool suit un processus qui va crescendo, qu'il y a un rôle qui est fort des autres substances sur l'ivresse. Notre ivresse recherchée, telle qu'il est définie, c'est un comportement, une pratique qui rappelle le binge drinking. Et donc, on se pose la question de la conséquence d'utiliser d'autres substances dans des événements festifs. Ça, c'est aussi l'impact du niveau d'étude qu'on a remarqué. Enfin, vu qu'on a utilisé un modèle multi-état pour notre étude, ce qu'on peut voir en tant que point fort et comme limite, c'est que c'est un modèle qui peut être utile dans les études sur la dictologie, parce que ça nous permet à la fois de modéliser des phénomènes qui sont complexes, mais en même temps de prendre en compte le fait que c'est un processus et de prendre en compte les covariables, donc l'impact des facteurs associés. Mais la limite, c'est que nous, on avait des données qui représentaient des temps d'initiation aux substances, et donc on s'est retrouvé pour notre schéma d'étude seulement avec des transitions qui étaient unidirectionnelles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrivait dans un état, on ne pouvait plus revenir dans l'état précédent. Voilà. Merci pour votre attention.